La CEDEAO se donne un délai de 6 mois pour déstabiliser l'Alliance des États du Sahel et avoue qu'elle n'est plus rien sans le Mali, le Burkina Faso et le Niger. Chez moi, à Dakar, on dit je dis que, hein, et à Abidjan, on dit je dis où. Mais les gens de la CEDEAO, là, quel est leur problème? C'est-à-dire que là, quand j'arrive sur la CEDEAO, j'ai envie d'enlever mes chaussures avant de parler. Et là, je me déchausse là. Je dis où? Je dis que, hein, les gens de la CEDEAO, là, quel est leur problème? Est-ce que vous pouvez m'aider à poser cette question sous la vidéo? Que chacune et chacun d'entre vous pose la question. Pour qu'au moins les derniers fantômes de la CEDEAO entendent. On leur demande, votre problème même là, c'est quoi? Parce que nous ici, qui vivons en Europe, on a assisté à la décision de la Grande-Bretagne de se retirer de l'Union européenne. On appelait ça le Brexit. La Grande-Bretagne s'est retirée de l'Union européenne, mais ça n'empêche pas que les Britanniques viennent en Europe, ni que les Européens aillent en Grande-Bretagne. On a assisté à ça. Nous voyons même, par exemple, entre le Canada et les États-Unis, des discussions qui peuvent conduire à la rupture de certains accords commerciaux. Par exemple, ils ont une discussion actuellement sur la distribution du courant, sur le prix du courant, le prix de l'énergie entre le Canada et les États-Unis. S'ils ne tombent pas d'accord, ils rompent les accords commerciaux dans tel ou tel domaine. Et la vie continue. Je dis, il y a eu le Brexit. C'est-à-dire que la Grande-Bretagne a décidé de sortir de l'Union européenne. Et puis elle est sortie. Et ici en Europe, la vie a continué. Le ciel ne nous est pas tombé sur la tête. L'Europe ne s'est pas mise à brûler en plein jour. Tu peux toujours prendre l'Eurostar à la gare du Nord à Paris ou à la gare de l'île Flandre. Tu peux toujours prendre l'Eurostar à Bruxelles. Et puis aller, tu peux prendre comment on appelle ça, le Thalys, et puis aller à Londres. Tu peux aller à l'aéroport, à Paris ou à Orly, prendre un avion et aller à Londres. Les Européens vont toujours, eh bien, en Grande-Bretagne, les Britanniques viennent toujours en Europe. Pourtant, la Grande-Bretagne s'est retirée. Le Royaume-Uni tout entier même s'est retiré de l'Union européenne. Mais le Mali, le Burkina Faso et le Niger ont décidé en fin janvier 2023 de se retirer de la CEDEAO. Et dans le cas d'espèce, la CEDEAO se comporte comme si, sans le Mali, le Burkina Faso et le Niger, elle ne peut plus vivre. Comme si, vraiment, ces trois pays-là, finalement, c'était les seuls pays de la CEDEAO. Parce que quand même, il y avait une quinzaine de pays là dans ce machin de CEDEAO. 3 se retirent. Ils sont en train de pleurer. Ils pleurent. Mais même les enfants qui ont un caractère tordu, ils ne peuvent pas pleurer pendant un an quand même. Vous avez déjà vu un enfant qui pleure pendant un an? Quoi qu'il lui soit arrivé, il va quand même sécher ses larmes. Alors on ne comprend pas le syndrome de la CEDEAO là. Quel est le concept qu'on peut appliquer à ce syndrome? Il y a le concept de la langue ivoirienne ordinaire, le concept de goumen-goumen. Mais non, ça, le goumen-goumen ne suffit pas. Je pense que là, la CEDEAO souffre d'un phénomène de goumen-goumen avec un exposant. Je ne sais pas, c'est peut-être exposant 1000. Il faut placer un exposant, mais c'est exponentiel. Quelqu'un t'a quitté il y a un an, tu pleures tous les jours. Quelqu'un t'a quitté il y a un an, tu pleures tous les jours, comme si c'était le premier jour. Quand même, si on te met une grosse gifle et que tu te mets à pleurer, que tu pleures fort maintenant quand la gifle vient d'atterrir dans ton oreille, on peut comprendre. Mais un an après qu'on t'ait giflé, tu pleures encore. C'est toujours la gifle là. Je voudrais d'abord comprendre l'état psychologique de cette organisation. Est-ce que ces gens-là, ils se portent même bien sur le plan mental? Je suis inquiet. Les dirigeants de la CEDEAO ont d'abord un problème de déséquilibre psychique. Ils ne vont pas bien sur le plan psychologique. Ça me pose un vrai problème. J'essaie d'abord de comprendre pourquoi ils s'accrochent
Pourquoi ils s'accrochent aussi violemment? Pourquoi est-ce qu'ils s'accrochent aussi violemment au Mali, au Burkina Faso et au Niger? Et quel est leur état mental? Parce qu'il y a peut-être un problème d'état mental de la CEDEAO. La CEDEAO ne se porte pas bien. Et il faudrait essayer de savoir ce qui se passe dans la tête des dirigeants de la CEDEAO. On ne peut pas avancer dans cette affaire sans comprendre pourquoi ils sont incapables de vivre sans le Mali, le Burkina Faso et le Niger. Alors qu'ils ont dit que ces pays-là, c'était des pays pauvres, qui ne représentaient rien du tout. Ils les ont insultés comme du poisson pourri pendant de très longs mois. Mais je dis que, quel est le problème de la CEDEAO? Prenons ça au sérieux. La question que je pose là, je suis en train de tourner autour d'une question, mais vous ne vous rendez pas compte, c'est une question grave. Hein? Parce que si on ne sait pas quel est leur problème, on risque de rater quelque chose là. Quel est leur problème? Ils se réunissent entre eux et ils passent tout leur temps à parler de ceux qui les ont quittés il y a un an et qui n'ont pas leur temps. Parce que nous allons voir en face ce que fait l'AES. Comment l'AES, elle se comporte. La différence entre une organisation de psychopathes politiques et une organisation d'hommes et de femmes normaux. En tout cas, équilibrés, harmonieux. C'est le cas de l'Alliance des États du Sahel. Bon. Alors, je suis obligé de faire des hypothèses pour comprendre le comportement de la CEDEAO. En fait, la CEDEAO va mal parce qu'en fait, la CEDEAO n'avait pas été... Depuis 1991 notamment, quand la fameuse déclaration des principes politiques a été mise en place pour que cette organisation devienne un outil de surveillance politique et économique du néocolonialisme français et de l'impérialisme occidental sur les pays d'Afrique de l'Ouest, à partir de cette date-là, la CEDEAO a perdu la tête. Donc, première hypothèse, la CEDEAO, c'est une organisation qui, en fait, avait perdu la tête depuis longtemps. C'était une folle qui s'ignorait. La CEDEAO était folle, mais elle ne savait pas pourquoi. C'est une observation du président Abdourahmane Tiani, président du Niger, qui m'a amené à creuser pour comprendre d'où vient la maladie de la CEDEAO. À la base, la CEDEAO est créée en 1975 par des chefs d'État ouest-africains qui sont presque tous des chefs d'État par coup d'État. Des gens qui ont pris le pouvoir partout par coup d'État. Mais qui décident de créer une organisation de coopération économique et d'intégration économique. De 1975 à 1991, la CEDEAO va vraiment fonctionner de cette façon-là. Elle va être focalisée sur toutes les initiatives ayant pour but de rapprocher les économies et les sociétés de ces pays. Mais en 1991, le néocolonialisme français et l'impérialisme occidental introduisent à l'intérieur des textes de la CEDEAO une certaine déclaration des principes politiques qui dit que désormais, la CEDEAO est chargée de surveiller la bonne gouvernance, la démocratie et la convergence des sociétés ouest-africaines avec les droits de l'homme tels qu'ils ont été définis par l'Occident. C'est là que la CEDEAO a perdu la raison. La CEDEAO a perdu sa raison d'être. Elle a cessé de fonctionner comme une organisation d'intégration économique pour devenir une organisation de surveillance, de contrôle, une camisole de force. En réalité, la CEDEAO est devenue une organisation néocoloniale et impérialiste. Voilà pourquoi lorsqu'il y a 3 pays de la taille, en effet, du Mali, du Burkina Faso et du Niger qui se retirent, le malaise de la CEDEAO, il n'est même pas économique. Il n'est pas économique. Parce que les échanges à l'intérieur de la CEDEAO représentaient 5%. 5% des échanges économiques de la sous-région. Vous comprenez? Seulement 5%. Le malaise n'est pas économique en tant que tel d'abord. Parce que les peuples de la CEDEAO et ceux de l'AES partagent le même espace et sont condamnés à vivre ensemble. C'est-à-dire que des Ivoiriens sont condamnés à entrer au Mali, entrer au Burkina. Des Burkinabés, des Maliens sont condamnés à entrer en Côte d'Ivoire, entrer au Bénin, entrer au Togo. Des Béninois sont condamnés à entrer au Niger. Des Nigériens sont condamnés à voyager jusqu'au Sénégal. Ces peuples-là, de facto, sont condamnés à vivre ensemble. Ils n'ont même pas besoin d'appartenir à la même organisation. Ils appartiennent au même espace, au même biotope. Ils ont la même géographie. Et ils sont embarqués dans la même histoire. C'est-à-dire que ce n'est pas parce qu'on a créé l'AES et qu'on a créé la CEDEAO que les peuples de l'AES et de la CEDEAO ne continuent pas à vivre ensemble. La preuve, ils vivent ensemble.
Ils vivent ensemble. D'abord, ils vivaient ensemble avant la création de la CEDEAO. Et ils vivent ensemble après la création de l'AES. Ils vivent ensemble pendant même que la CEDEAO moribonde et l'AES cohabitent. Donc le fait qui est à l'origine du comportement bizarre de la CEDEAO, ce n'est pas un fait, un problème économique. C'est que, en fait, la CEDEAO était devenue un moyen de contrôle de la sous-région ouest africaine pour des intérêts non africains, c'est-à-dire les intérêts du néocolonialisme français et de l'impérialisme occidental. Alors, ceci nous permet déjà de comprendre d'où vient ce comportement. Les dirigeants de la CEDEAO, là, ce sont des individus harcelés, ils sont sous pression. Et là, j'utilise une deuxième expression que j'emprunte au président Laurent Gbagbo, ancien président de la République de Côte d'Ivoire. Il dit que les dirigeants de la CEDEAO, là, ce sont des individus qui sont pistonnés. Voilà comment le président Gbagbo a utilisé son doigt pour décrire ces gens-là. Il dit, eux tous là, ce sont des gens qui sont pistonnés. Les sanctions illégales, inhumaines, les sanctions cyniques, criminelles, abominables que la CEDEAO a prises contre le Mali, le Burkina, le Niger, ces sanctions-là ne venaient pas des dirigeants africains de la CEDEAO. Ce sont des sanctions qui ont été dictées par les néocolonialistes français et les impérialistes occidentaux. La preuve. Avant que le Mali ne soit durement frappé en janvier 2022 par les sanctions de la CEDEAO, au mois de décembre 2021, j'avais dénoncé ici une déclaration de 17 pays européens, principalement des pays de l'OTAN, qui menaçaient le Mali de punitions sévères si le Mali s'engageait dans une coopération avec la Russie et la Chine. Je dis bien déclaration de décembre 2021. Vous la trouverez. 17 pays occidentaux ont signé pour menacer le Mali de coups et blessures. Et avant décembre 2021, le président français Emmanuel Macron et son ministre des Affaires étrangères d'alors, Le Drian, avaient prévenu qu'ils allaient demander à la CEDEAO de punir le Mali si le Mali continuait de se rapprocher de la Fédération de Russie. Vous vous en souvenez ou pas? Vous vous souvenez de ça ou pas, mes chers amis? Vous vous en souvenez ou pas? Les décisions que la CEDEAO a prises contre le Mali, le Burkina et le Niger, ce sont des décisions qui ont été d'abord annoncées publiquement par les dirigeants occidentaux. Le président Macron, lui, s'en est pas caché. Il a dit, je vais prendre contact, je vais appeler les dirigeants de la CEDEAO pour prendre des mesures contre le Mali. Le président Macron l'a dit devant les journalistes. Il l'a dit fin novembre, début décembre 2021, et en janvier 2022, le Mali était frappé de sanctions illégales, illégitimes, de sanctions sauvages. Oui ou non? Donc en fait, on vient de comprendre pourquoi la CEDEAO va mal. Parce qu'en fait, les gens de la CEDEAO, là, les dirigeants africains que vous voyez là, ce sont des pantins. Ils sont trimballés en fait. Imagine quelqu'un qui parle, mais en ayant une oreillette. Ce qu'il te dit ne vient pas de lui. Il y a quelqu'un qui parle dans son oreille et lui il répète. Ce sont des dirigeants pistonnés. Retenez le mot du président Laurent Gbagbo. Le comportement troublé de la CEDEAO, le comportement névrotique et même psychotique de la CEDEAO, il vient du fait que ce sont des dirigeants qui sont pistonnés. Ils sont mentalement aliénés. Alienatus, en latin, signifie celui qui est guidé du dehors. Celui qui est piloté de l'étranger. Alienatus. Ce sont des aliénés politiques. D'accord? Ce n'est pas eux. Quand vous entendez Ouattara se lever pour dire « Nous allons monter un commando de 1500 pour attaquer le Niger ». Aujourd'hui, on sait que c'est parce qu'il y avait 1500 soldats, il y avait 2000 soldats français qui avaient sauté en Côte d'Ivoire et qui étaient prêts à attaquer le Niger. Quand Alassane Ouattara se dressait comme ça à Cotonou sur ses petits mollets ou bien à Abuja pour dire que lui va attaquer le Niger, en fait, ce n'est pas Ouattara qui parlait. C'est Emmanuel Macron qui parlait à travers la bouche de Ouattara. Pourquoi? Parce que, comme l'a révélé Jean-Marie Bockel, en fait, dès septembre, il y avait 2000 soldats français positionnés à Abidjan pour attaquer le Niger. Donc, ce n'est pas Ouattara qui parlait. Alassane Ouattara, c'est le ventriloque de Macron. C'est pas Alassane Ouattara qui parlait. Si vous écoutiez bien, vous auriez entendu la voix de son maître.
Tinubu, c'est un ventriloque. Ce n'est pas lui qui parlait, ce sont ses patrons. Les néocolons français et les impérialistes occidentaux, ce sont eux qui parlaient à travers lui. Si vous écoutiez bien la voix de Tinubu, vous entendriez la voix des dirigeants occidentaux qui le tiennent. Regardez Mbalo, un homme qu'on déshabille devant son peuple à Bissau. Est-ce que c'est lui-même qui parlait? Regardez Macky Sall, qu'on appelle comme un toutou au téléphone. T'es où, Macky? Macky, t'es où? T'es où? T'es où? Tous des pantins. Tous des pantins. Il n'y en a pas un seul qui parle en son nom propre. Quand vous voyez Patrice Talon, qui lui aussi se lève pour menacer le Niger, c'est-à-dire que vraiment, honnêtement, Talon, je ne sais pas sur quoi il compte. Lui aussi, quand il fallait menacer le Niger, Talon aussi se tient debout. Hein? Aujourd'hui, on sait que quand Talon se tenait debout là pour menacer le Niger, ce n'était pas Talon. Talon n'est pas Talon. Derrière Talon, il y avait d'autres étalons. Derrière Talon, il y avait les gros souliers de la France-Afrique. Derrière Talon, c'est le Talon, c'est le ventriloque du néocolonialisme. Parce que quand toi-même tu regardes Talon et ce qu'il disposait comme moyen face au Niger, tu te dis, mais est-ce que c'est vraiment lui qui menace le Niger? Tout le comportement de la CEDEAO est un comportement donc aliéné. C'est une organisation d'aliénés mentaux, d'aliénés politiques. Ce sont des gens qui sont téléguidés. Ils n'existent pas par eux-mêmes. Ce sont des individus hétéronomes. En philosophie, nous distinguons l'individu autonome, autonomos, autonomos, celui qui a sa loi en lui-même, son principe d'action en lui-même, et l'individu hétéronome, hétéros, en grec veut dire autre. Nomos, celui qui a sa loi hors de lui. Sa loi est placée chez quelqu'un d'autre. La CEDEAO est un conglomérat d'aliénés, d'individus hétéronomes, donc ils sont guidés de l'extérieur. Et voilà pourquoi ils ont le comportement que vous voyez, parce que leurs maîtres leur mettent la pression. Ils sont sous pression. N'oubliez pas le geste du président Laurent Gbagbo. Ils sont pistonnés. Ce sont des individus pistonnés. Quand vous les voyez là, il faut savoir qu'il y a des fils invisibles. Ce sont des marionnettes. Ils ne bougent pas par eux-mêmes. Quand ils bougent leurs mains comme ça, parce qu'il y a un fil, ils sont attachés. Hein? L'une des méthodes qui sont utilisées par les néocolons pour les tenir, c'est la saisie de leurs biens en Occident. C'est-à-dire que tout ce que Tinubu peut avoir aux États-Unis, ce que Talon peut avoir en France, ce que Ouattara peut avoir en France, on les menace de mettre la main dessus. Par exemple, on dit, attention, il peut y avoir des procédures pour les biens mal acquis. Hein, attention. On leur met la pression comme ça, et c'est ce qui explique leur comportement moutonnier. Ils suivent les néocolons dans toutes les directions. Parce qu'on les tient. On les tient. Les marionnettistes dont parle Platon dans le mythe de la caverne, les marionnettistes sont donc les néocolonialistes et les impérialistes. Ils tiennent nos dirigeants de pacotille de la CEDEAO là, vraiment comme les marionnettes de spectacle. Il y a des fils invisibles qui tiennent les bras, les pieds de Ouattara Draman, de Talon Patrice, de Nana Akufo-Addo, de Adebola Tinubu, de Mbalo, hein, comment il s'appelle, Diomaye. Vous voyez comment Diomaye est en train d'être menacé? Mais c'est la France-Afrique qui a lancé la campagne pour dire que les généraux de Diomaye ne sont pas d'accord pour le retrait de l'armée française. C'est la France-Afrique qui est derrière. C'est pour menacer Diomaye qu'il mène la campagne de presse pour dire que, attention, il y a une grogne des généraux au Sénégal. On le menace de coup d'État, en fait. Que s'il continue avec cette affaire de retrait des bases militaires françaises, les militaires vont sortir. Ce sont eux. Et vous comprenez donc le comportement de Diomaye. Vous comprenez pourquoi il est ambigu. Il n'y a pas de délai. Il n'y a pas de délai. Vous devez partir, mais il n'y a pas de délai. Tout cela fera l'objet d'une négociation entre le Sénégal et la France. Ne vous inquiétez pas, ça va. C'est pas tout de suite. C'est pas... Vous savez pourquoi il dit que c'est pas tout de suite? Mais parce qu'il est menacé. Il est menacé. Les gars sont là avec des marteaux piqueurs, des marteaux pilons pour les menacer. Voilà la raison de leur comportement. Parce que si vous essayez de comprendre pourquoi ils se comportent comme ça, il vous faut vous rendre compte qu'en fait, ils sont trimballés. Ils sont tripatouillés. Ils sont menacés. D'accord? C'est extrêmement important. Le Mali, le Burkina et le Niger ne veulent pas jeter le bébé et l'eau du bain. Ils savent que ce sont les dirigeants aliénés de la CEDEAO
qui sont à l'origine de la crise qui a entraîné leur départ. Voilà pourquoi, dans le cadre de l'Alliance des États du Sahel, le Mali, le Burkina et le Niger n'ont pas cessé de prendre des mesures pour adoucir, pour amortir les effets de leur départ de la CEDEAO sur les populations. D'abord les populations, bien sûr, du Mali, du Burkina et du Niger, mais aussi les populations même de la CEDEAO. Parce que les dirigeants du Mali, du Burkina et du Niger actuels sont des panafricanistes convaincus. Ils savent qu'ils ne peuvent pas mener et ils ne doivent pas mener une politique contre les peuples de la CEDEAO. Ils sont obligés de mener une politique de lutte contre les dirigeants corrompus de la CEDEAO, contre l'organisation infecte qu'est la CEDEAO. Mais le Mali, le Burkina et le Niger ne combattent ni le peuple ivoirien, ni le peuple nigérian, ni le peuple béninois, ni le peuple bissau-guinéen, ni le peuple sénégalais. Ils ne combattent pas les peuples. Voilà pourquoi l'Alliance des États du Sahel a donné une leçon de maturité à la CEDEAO en disant que les citoyens de la CEDEAO sont libres de circuler dans la zone de l'Alliance des États du Sahel. Avec leur papier CEDEAO, ils sont libres de circuler. Il ne leur sera pas fait d'obstacle, sauf ceux qui viendraient, comme les 49 mercenaires de Wagner, viendraient déstabiliser, tenter de déstabiliser les institutions de l'AES. Ceux-là ne sont pas les bienvenus. Le Mali a dit, les Ivoiriens, les Guinéens, les Béninois, les Togolais, les Bissau-Guinéens, les Sénégalais, les Nigérians sont les bienvenus. Toutes les populations de la CEDEAO peuvent continuer de traverser, de vivre, de s'installer dans la zone AES. L'AES n'a pas été créée contre les peuples africains. Elle est au service des peuples africains parce qu'elle est au service de l'idéal panafricain. Or, il vous souvient bien que la CEDEAO, à un moment donné, voulait utiliser les peuples pour renverser l'AES. La CEDEAO s'était mise à faire un chantage au passeport en prétendant que si l'AES ne poussait pas les peuples maliens, burkinabés et nigériens à retourner à l'intérieur de la CEDEAO, alors les passeports de l'AES ne seraient pas reconnus et ne permettraient pas aux ressortissants de l'AES de circuler dans tout l'espace ouest africain librement, comme c'était le cas avec le passeport de la CEDEAO. Vous voyez que la CEDEAO, c'est une organisation qui était prête et qui est prête à utiliser les peuples. L'objectif, c'était de faire quoi? C'est de provoquer une révolte, une rébellion du peuple malien contre le président Assimi Goïta. Une révolte du peuple burkinabé contre le président Traoré. Une révolte du peuple nigérien. Parce qu'en fait, ces gens de la CEDEAO, qui sont au service des néocolons français, des impérialistes occidentaux, espéraient que les peuples privés de la mobilité, de la possibilité de voyager comme ils voyageaient avant, se retournent contre leurs dirigeants. Voilà la politique de la CEDEAO. C'est une politique de déstabilisation dans laquelle ils sont prêts à instrumentaliser les peuples contre les dirigeants et même à opposer les peuples les uns aux autres. Alors que la politique de l'AES est une véritable politique d'intégration. L'AES dit, nous sommes AES, nous, Mali, Burkina, Niger, nous sommes partis de la CEDEAO pour toujours, de manière irréversible. Mais nous gardons un très grand souci des peuples africains. L'AES est une organisation panafricaine. Voilà pourquoi tous les peuples ouest-africains sont libres de circuler dans l'espace de l'AES, sans entrave. Et par là, en fait, l'AES met la CEDEAO dos au mur. Pendant que l'AES autorise au peuple de la CEDEAO de circuler librement dans son espace, qu'est-ce que la CEDEAO peut dire contre l'AES? La CEDEAO peut-elle justifier devant les peuples de la CEDEAO une décision qui consisterait à dire « Oui, nous, Ivoiriens, on a le droit de voyager au Mali, voyager au Burkina, voyager librement au Niger. Mais les Burkinabés, les Maliens, les Nigériens n'ont pas le droit de voyager en Côte d'Ivoire. » Est-ce que la CEDEAO peut expliquer ça au peuple ivoirien? C'est là qu'on sait que l'AES a un niveau tactique et stratégique élevé. Le piège dans lequel la CEDEAO voulait prendre l'AES, l'AES a pris la CEDEAO dedans. Toute décision que la CEDEAO prendrait pour empêcher les Maliens
les Burkinabés et les Nigériens d'avoir la liberté de circulation dans l'espace CEDEAO, cette décision, les peuples de la CEDEAO sauraient que c'est une décision d'origine étrangère. Parce que les Ivoiriens vont pouvoir dire à Ouattara Draman, mais pourquoi tu empêches les Maliens de voyager librement chez nous, alors que les Maliens nous ont autorisés à voyager librement chez eux? Ouattara Draman, ce n'est pas dans l'intérêt du peuple de Côte d'Ivoire que tu fais ça. Tu le fais pour faire plaisir à tes maîtres français. Tu le fais pour faire plaisir à tes maîtres américains, à tes maîtres européens qui veulent qu'il y ait la guerre entre les Africains pour pouvoir venir voler notre uranium, notre gaz, notre pétrole, notre or, notre diamant, comme ils le font depuis 600 ans. L'AES, en disant, citoyens de la CEDEAO, venez chez vous. Venez vous promener chez nous. L'AES accueille à bras ouverts tous les peuples de la CEDEAO, tout en demeurant l'AES. Donc maintenant, tous ces pays vassaux-là de la CEDEAO sont en difficulté. Parce que le Mali, le Burkina et le Niger les ont eus. Ils leur ont dit, mais nous, on est panafricanistes. Nous, on est les vrais panafricanistes. Voilà nos bras. Voilà les mains du Burkina, du Mali et du Niger qui sont ouvertes à toute l'Afrique comme ça. Venez. Soyez les bienvenus, mais respectez nos règles de sécurité. Respectez nos règles de souveraineté. Respectez nos intérêts vitaux. Venez, c'est chez vous. Vous êtes des Africains. Nous, on ne va pas discriminer sur la base du passeport AES contre le passeport CEDEAO. On n'est pas dedans. Venez. Donc, maintenant, ils sont en difficulté. Parce que alors qu'ils voulaient instrumentaliser le problème de la mobilité des personnes, ça ne marche plus. À partir du moment où l'AES laisse les peuples de la CEDEAO circuler dans son territoire, aucun pays de la CEDEAO n'a un angle de tir pour dire qu'il va empêcher les ressortissants de l'AES de circuler dans son territoire. Parce qu'à ce moment, on va se rendre compte qu'en fait, voilà donc l'œuvre des néocolons. On va dire, mais vous êtes contre nous? Les peuples vont dire, mais moi j'ai le droit d'aller au Mali, mais laissez les Maliens avoir le droit de venir au Bénin, au Togo. Je peux aller faire des affaires au Mali, mais laissez les Maliens venir faire des affaires chez nous. Je peux voyager au Mali, mais laissez les Maliens circuler. Donc, c'est dans le jeu tactique et stratégique une grande leçon que l'AES leur a donnée. Parce que ce sont, en fait, comme ce sont des malades mentaux, là, les dirigeants de la CEDEAO, ils n'ont pas vu venir. Ils ne savent pas que à la tête de l'AES, il y a essentiellement des grands tacticiens et des grands stratèges. C'est une grande leçon de stratégie qui leur a été donnée. N'est-ce pas? Donc, l'Alliance des États du Sahel ne va jamais accepter de fondre dans la CEDEAO. Le Mali, le Burkina et le Niger ne retourneront plus à la CEDEAO. Si la CEDEAO se rend compte qu'elle n'est rien, sans le Mali, le Burkina et le Niger, elle n'a qu'à proclamer sa fin. Le séjour d'un morceau de bois dans l'eau ne le transformera jamais en crocodile. Une organisation de néocolonisés, de vassaux, ne changera jamais pour la tendresse ou la beauté de vos yeux sa manière inimitable de s'asseoir. Vous comprenez?